manchettes. Dernière journée pour s'inscrire au registre des armes à feu. Moins du quart des propriétaires sont enregistrés. La musique comme moteur éducatif à l'école primaire du Rousseau. Et Samuel Gérard profite de la pause du match des étoiles pour rencontrer ses partisans. Bonjour et bienvenue à ce web journal du 29 janvier 2019. Les Québécois désirant s'inscrire au registre des armes à feu ont jusqu'à minuit ce soir pour le faire. Pour le moment, selon le ministre de la Sécurité publique, moins de 25 % des armes longues du Québec sont inscrites au registre. Alors Geneviève Marceau, pourquoi si peu d'armes sont enregistrées à ce jour? Oui, donc Marie-Lou, en fait, depuis l'entrée en vigueur du registre d'armes à feu, il y a environ un an exactement aujourd'hui, des groupes contre le registre ont parlé et se sont exprimés. Donc, il y a en fait le groupe Tous contre un registre québécois d'armes à feu qui est présidé par M. Guy Morin, qui a entre autres soutenu que le registre était désorganisé et pas nécessairement, qu'il n'y avait pas nécessairement de raison valable de s'inscrire à celui-ci. Ils disent aussi qu'il y a un manque de soutien pour les inscriptions et un mouvement de désobéissance civile. Donc, les chasseurs trouvent en fait injustifié de devoir s'inscrire alors qu'ils pratiquent simplement des activités et que la chasse est vue comme un sport par ceux-ci. Il y a entre autres le directeur de l'Association de chasse et pêche de Chicoutimi, Michel Couture, qui soutient que les détenteurs d'armes devraient avoir plus de temps pour s'inscrire au registre. On l'écoute. Est-ce que le gouvernement ne pourra pas nous donner une extension, exemple, aller jusqu'au 1er juin, nous donner des explications plus pertinentes là, à l'effet, le pourquoi qu'ils veulent avoir ça, cette fameuse loi-là en application. Et est-ce que les détenteurs d'armes à feu qui ne sont pas inscrits au registre seront pénalisés? Oui, évidemment, il y aura une punition pour ceux qui ne sont pas inscrits. Il y aura entre autres 500 à 5 000 $ d'amende qui seront reçus, qui pourront être reçus par certains des récipiendaires d'armes à feu qui ne se sont pas inscrits au registre. Donc, bien qu'ils soient en désaccord avec ce registre, Michel Couture explique clairement que l'ampleur de la situation, on l'écoute. Quand on dit qu'on va sur une route qui c'est marqué 90 km/h, on va à 100, on se fait prendre, on est pénalisé. Donc, c'est la même chose. Et quelles sont justement les étapes pour s'inscrire au registre? Oui, bien évidemment, c'est gratuit pour tout le monde et puis on peut le faire sur Internet. Il faut en fait tout ce qui est nécessaire pour décrire l'arme à feu. Donc, par exemple, la marque, le modèle, le mécanisme, le calibre, le numéro de série et tout ce que ça prend. Il faut aussi les coordonnées et la date de naissance du propriétaire. Il faut entre autres une copie du permis d'armes et un document d'identité valide. Merci beaucoup, Geneviève. Au plaisir. La Ville de Saguenay coupera son aide annuelle de 24 000 $ versée à la résidence La Terroise. Elle louait auparavant la salle communautaire de la résidence à 24 000 $ par année au bénéfice du Club de l'Âge d'or de l'arrondissement. Les occupants de la résidence sont réunis maintenant dans l'ancien hôtel de ville de La Terrière qui appartient à Saguenay. Le conseiller municipal du secteur, Michel Potvin, a réagi en affirmant qu'il ne comprenait pas pourquoi ce n'était pas déjà le cas. Présentement, au coût de 1 400 $ par mois, les 28 résidents devraient voir la facture mensuelle augmenter au maximum de 30 à 40 $. Pour éponger la perte de revenus, la résidence La Terroise envisage de transformer sa salle communautaire en logement. Les travaux pourraient débuter à l'automne 2019. Le corps d'un homme de 26 ans a été retrouvé dans les sentiers du parc de la Rivière-du-Moulin par les policiers après que la famille ait contacté les autorités. Les premières informations recueillies laissent croire à un suicide, mais une enquête du coroner devrait s'ouvrir sous peu. L'entreprise Gazoduc tiendra 4 rencontres d'information et de consultation publique au Saguenay du 22 au 25 février. L'entreprise souhaite informer les citoyens qui seront touchés par le projet afin qu'ils puissent faire part à leurs promoteurs de leurs préoccupations et de leurs suggestions. Le chef des relations avec la communauté Gazoduc Inc., Frédéric Lepage, affirme que les citoyens devraient prendre la peine d'assister à ces rencontres. La région de Saguenay, évidemment, de par la localisation du client éventuel là, qui est Énergie Saguenay, sera nécessairement touché par le tracé du gazoduc. Donc, il y a un intérêt pour les citoyens. Évidemment, ils ont l'occasion de contribuer au développement du projet. Gazoduc tiendra au total 17 consultations dans 17 municipalités concernées par le projet. L'école primaire Le Roseau du secteur nord de Chicoutimi devient officiellement aujourd'hui l'école du rock. L'apogée du projet donnera lieu à un concert à l'école secondaire Charles Gravel.
Jérémy Bernier, oui, nous explique. C'est à raison de 2 périodes par semaine, de janvier à mai, que l'école Le Roseau vibrera au son du rock. Et ce ne sont pas uniquement les musiciens et les chanteurs qui participeront au projet. Même si les jeunes n'ont pas de talent artistique ou ne veulent pas être sur la scène, bien, ils vont tous participer à leur façon, avec leurs habiletés et leurs intérêts. Oui. L'enseignant et chanteur du groupe Mordicus, Maxime Desrosiers, a rappelé que ce projet s'étalerait au moins sur une période de 3 ans. On veut faire ça pendant 3 ans, premièrement, puis après ça, on veut continuer par nous-mêmes. Fait qu'on se donne... cette année, c'est l'année numéro 1. Donc, on se donne le droit d'essayer des choses, voir jusqu'où ça va nous mener. L'atelier vidéoclip permettra même aux jeunes de participer au tournage d'un clip du groupe Mordicus. Il y a un atelier, c'est une équipe de tournage qui vont travailler sur un vidéoclip officiel de Mordicus en compagnie de Canalaire qui va être le réalisateur. Il a réalisé plusieurs vidéoclips de notre groupe déjà. Donc, c'est un défi supplémentaire qu'on s'est lancé. Mais je pense sérieusement que ça va être quelque chose d'extraordinaire. On a même eu droit à une primeur concernant le spectacle final le 15 mai à l'école secondaire Charles Gravel. On peut pas en dire plus vraiment, mais j'aurais le goût de donner Seulement le pour vous concept. dire que lors de la prestation du 15 mai, là, qui est vraiment la prestation à Charles Gravel, la scène finale du vidéoclip sera tournée lors du spectacle. Et qui sait, si le projet est un succès, peut-être assisterons-nous à une nouvelle ère du rock'n'roll. Jérémy Bernier, ATM Nouvelles, Saguenay. Le président de Caribou conscrit, Joachim Simard, a confirmé que les motoneigistes ayant endommagé les champs de la Bleuetière au Gros-Bleuet vendredi dernier sont des personnes provenant de l'extérieur de la région. Après avoir consulté les 2 propriétaires de la ferme forestière, Paul-Eugène Grenon et Jérôme Tremblay, M. Simard a assuré que des panneaux de signalisation seront installés pour renforcer la sécurité du secteur sans bloquer le droit de passage. Des clôtures sont aussi envisagées autour des champs. Le copropriétaire de la ferme forestière, Paul-Eugène Grenon, n'a pas voulu confirmer si cet incident aura un impact sur la production de bleuets au printemps prochain. On ne pense pas bloquer le sentier. C'est pas à cause que quelques écervelés ont sorti du parcours qu'il faut que je prime toute la société. Une plainte a été envoyée à la Sûreté du Québec. L'Université du Québec à Chicoutimi a décidé d'étendre la période de candidature concernant le poste de protecteur universitaire jusqu'au 8 février, même s'il a reçu de nombreuses candidatures. Le poste a été créé lors de l'adoption de la nouvelle politique de l'UQAC visant à combattre les violences à caractère sexuel. Cette personne aura pour mandat d'appliquer cette politique, mais aussi celle contre le harcèlement et sur la divulgation des actes répréhensibles commis à l'égard de l'UQAC. La politique pour prévenir les violences à caractère sexuel du cégep de Jonquière est en vigueur depuis le 1er janvier. À ce jour, les cégeps de Jonquière et de Saint-Félicien sont les seuls de la région à avoir adopté ce nouveau document exigé par le gouvernement du Québec. Ma collègue Coralie Ovington a rencontré la coordonnatrice du service des communications du cégep de Jonquière, France Tremblay. Donc, bonjour, Madame France Tremblay. Bonjour. Qu'est-ce que la politique entend par violence à caractère sexuel? Alors, une politique pour contrer les violences à caractère sexuel peut aller de harcèlement jusqu'à finalement un crime à caractère sexuel, c'est-à-dire quelqu'un qui passe à l'acte. Donc, et puis à partir du moment où il y a une victime, il y a un agresseur, alors on est dans une situation de violence à caractère sexuel. Et quelles sanctions peuvent s'appliquer face à ces comportements-là? La sanction peut être d'excuses verbales ou écrites, à aller jusqu'à un congédiement. Dans le processus de traitement d'un signalement ou d'une plainte, c'est là qu'on voit la gravité de la situation et c'est après ça qu'on peut pouvoir appliquer les sanctions. Et qu'en est-il des cas ambigus, par exemple, une étudiante et son professeur qui ont une relation amoureuse sérieuse et qui décident de s'engager là-dedans? Est-ce que c'est permis ou non selon la politique? La politique prévoit qu'il ne doit pas avoir de relation intime entre un membre du personnel et un élève, un étudiant. Et à ce moment-là, il y a dans la politique il y a des informations qui vont nous permettre, en tout cas un suivi à faire qui va nous permettre d'accepter ou non cette situation. Qui fait le suivi, justement? On a une équipe qui font le suivi de la politique. D'abord, cette politique-là, si je peux me permettre, on l'a distribuée
Elle a été adoptée le 27 novembre 2018. Je sais qu'il y a beaucoup de politiques à cette date-ci dans les cégeps qui n'ont pas encore été adoptées, mais celle du cégep de Jonquière a été adoptée le 27 novembre 2018 au conseil d'administration. Une fois que la politique a été adoptée, nous, on l'a diffusée en infolette auprès de tous les membres du personnel et en courriel auprès de tous les étudiants du cégep. Je ne sais pas si vous avez reçu votre courriel. Oui, oui. Oui. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est que cette politique-là, elle peut être consultée en tout temps. Elle est sur le site Web du cégep dans Documents officiels, politique et règlement. Donc, une fois qu'on a la politique, bien là, les gens doivent se conformer à cette politique-là. À partir du moment où les gens ne se conforment pas à un point de la politique, à ce moment-là, nous, on va sanctionner. Comme je vous le disais, les sanctions peuvent être des excuses verbales ou écrites, puis aller jusqu'au congédiement. C'est certain qu'on a un groupe qui s'occupe finalement de gérer cette politique-là. On travaille avec des psychologues, avec des travailleuses sociales et des gens qui sont formés pour appliquer cette politique-là. Et quand on va à la fin de la politique, on voit tout le processus du traitement d'une plainte ou du traitement d'un signalement. Donc, il n'y a pas de cachette. La politique est là pour finalement permettre aux gens de pouvoir, les gens qui se sentent lésés, de pouvoir porter plainte, soit par téléphone, par courriel, se présenter directement à un bureau, ou encore, quelqu'un qui est témoin d'une situation peut aussi porter plainte. Et où est-ce que les gens peuvent porter plainte ou faire ce signalement? Alors, dans la politique, si vous me permettez, à la page... Est-ce qu'on l'appelle le guichet unique, si je me souviens bien? Oui, c'est le guichet unique. Alors, il y a un guichet unique pour le campus du cégep de Jonquière et il y a aussi un guichet unique pour le campus collégial en Charlevoix. Alors, on a une adresse courriel qui est guichet vcs@cégeps-jonquière.ca. On a un numéro de téléphone, un local. Et même en cas d'urgence, on a des numéros pour traiter les urgences s'il y a lieu. Pour Charlevoix, c'est une autre adresse courriel, des coordonnées qui sont différentes. Mais il y a des équipes aux deux endroits. Et comment est-ce que les signalements sont traités versus les plaintes? En fait, c'est deux choses différentes. Alors, il y a d'abord un signalement. Et c'est dans le processus de l'analyse du signalement qu'on voit s'il y a lieu ou non de porter plainte. Et là, après ça, s'il y a lieu de porter plainte, on a le processus de traitement d'une plainte. Et est-ce que le signalement, ça prend plus de temps ou c'est sur une période plus courte que de porter plainte? Normalement, ça se fait assez rapidement. Quand on porte plainte via le guichet unique, on est tout de suite pris en charge par quelqu'un. Surtout si les gens sont en détresse, on va s'occuper d'eux, on va les encadrer, on va les accompagner, que ce soit un étudiant ou un membre du personnel. On a des équipes qui sont formées pour ça. Et s'il faut aller à l'externe, recommander à l'externe, on va aller à l'externe. C'est sûr qu'il y a une partie qui n'appartient pas au cégep. À partir du moment où on va porter plainte, en bonne et due forme, eh bien là, on s'en remet là, à des organismes qui traitent les plaintes et qui travaillent avec les agresseurs, les agressions sexuelles. Donc, quand vous parlez d'externe, vous parlez de policiers, de la police? Absolument, la sécurité publique, la police. Et il y a des instances, il y a des bureaux aussi qui traitent de la violence sexuelle. Alors, on peut référer les gens aussi à d'autres organismes à l'externe du cégep. D'ailleurs, dans la politique, à la toute fin, pour ceux qui ne voudraient pas se prévaloir du guichet unique, il y a toute une liste de liens utiles et d'endroits où on peut, d'organismes avec qui on peut communiquer dans ces situations. Et par rapport aux activités de sensibilisation, est-ce que vous comptez en faire? Absolument, ça c'est déjà commencé. En fait, le guichet unique est mis en place au cégep de Jonquière depuis l'automne dernier. Et nos travailleuses sociales font du travail aussi avec les étudiants et travaillent sur le non-consentement ou un consentement éclairé. Et font beaucoup de sensibilisation auprès des groupes d'étudiants. Mais il n'y a pas seulement que les étudiants sensibilisés, il y a aussi tous les membres du personnel. Et de là va découler une série d'activités de formation. Donc, Mme France Tremblay, coordonnatrice du service des communications du service du cégep de Jonquière, merci. Ça m'a fait plaisir. Pour la prochaine session parlementaire dans la nouvelle Chambre des communes, la députée néo-démocrate de Jonquière, Karine Trudel, a pour objectif de défendre les intérêts de la région. Elle a affirmé que le manque de programmes gouvernementaux était des embûches dans les dossiers de la Rivière-aux-Sables à Jonquière et celui du chalet du Valinouet à Saint-David-de-Farlardeau. Le besoin est criant.
Et c'est des exemples concrets que s'il y aurait des programmes au fédéral, tels que ça a été promis par le gouvernement libéral, bien, autant Ville-Saguenay que la municipalité de Saint-David-de-la-Salle-Ardeau pourraient bénéficier. Il a également rappelé que les régions avaient toujours leur importance au sein du pays et qu'il fallait que le Saguenay prenne sa place. Il y a de la place, il faut la prendre. En tant que député, c'est de travailler à faire rayonner nos régions, dont celle du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Après les Latérois, les citoyens de Shipsha se mobilisent pour montrer leur mécontentement concernant la hausse de leur compte de taxes municipales. Plus de 150 citoyens se sont réunis hier soir au centre multiservice afin de faire entendre leur point de vue à leur conseillère Julie Dufour. Ils ont demandé à avoir de meilleurs services municipaux, notamment concernant le déneigement et le service d'égout. L'Association des contribuables de Saguenay demande que la Ville soit plus transparente dans le dossier du nouvel amphithéâtre au centre-ville de Chicoutimi. Une conférence de presse était organisée plus tôt ce midi afin d'apporter leurs différents points de vue vis-à-vis le projet d'amphithéâtre. Alors, Josiane Jonf, en quoi consistait exactement la conférence de presse? Tout d'abord, il était question de faire le point sur le projet de l'amphithéâtre qui a été mis sur la glace le 14 janvier dernier. L'Association des contribuables de Saguenay reproche à la mairesse, Mme Josée Néron, de n'avoir aucun contrat écrit lors de la signature du mandat de plus de 16 000 $ avec la firme Transfert Environnement. La présidente mentionne qu'aucun terme ni détail n'est connu du public. On l'écoute. Le fait qu'il n'existe aucun contrat entre la Ville de Saguenay et son sous-traitant Transfert Environnement suscite pour nous de sérieuses interrogations. D'autant plus que Transfert Environnement est une firme spécialisée dans l'acceptabilité sociale de projets. Et de nombreuses demandes ont été faites de la part de l'association aujourd'hui. Quelles sont-elles exactement? L'association demande tout d'abord des assurances et des garanties que les futures consultations seront sérieuses, rigoureuses et qu'elles respecteront le droit de tous les partis de se faire entendre. Elle demande également que Ville-Saguenay confirme dès aujourd'hui que les consultations seront publiques et que les lieux ainsi que les horaires seront connus des citoyens afin qu'ils puissent y assister. On l'écoute. Ville-Saguenay confirme aujourd'hui que toutes les consultations seront publiques et que les citoyens et la presse pourront assister à toutes, et nous insistons sur le mot « toutes » les consultations de toutes les parties intéressées. D'ailleurs, un comité a vu le jour dernièrement afin que le projet d'amphithéâtre puisse voir le jour. Oui, exactement. En fait, c'est 3 participants, des partisans des Saguenayens de Chicoutimi, Alain Bouchard-Potvin, Michel Julien et Christian Jonca, qui invitent les gens à se mobiliser afin que le projet aille de l'avant. En fait, ils ont créé un groupe Facebook dernièrement et ça rassemble présentement plus de 250 membres. Le trio compte militer pour la construction de l'amphithéâtre plus, mais présentement, aucune action n'est prévue. Il prévoit pour le moment seulement donner plus d'informations aux citoyens afin qu'ils puissent prendre position face au projet de l'amphithéâtre. Merci beaucoup, Josiane. Ça fait plaisir. 3 000 $ ont été remis à Logement Traite dans le cadre de la 5e campagne de dons qui vise à aider la naissance de la coopération d'habitation. C'est la fiducie des œuvres de l'évêque du diocèse de Chicoutimi qui a remis ce montant à l'organisme. Logement Traite se dit ému par ce geste et espère récolter encore beaucoup de dons afin d'offrir l'aide manquante. Le festival culturel Un talent pas si différent revient pour une 2e édition le 1er avril prochain. Pour une durée d'1 mois, des expositions vont mettre de l'avant les talents de plus de 100 personnes handicapées dans plusieurs établissements de la région. La directrice de l'Association régionale des loisirs pour les personnes handicapées du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Manon Blackburn, a rencontré notre journaliste Eliane Pilote pour nous en dire davantage. Bonjour, Mme Blackburn. Bonjour. Quel est l'objectif du festival? Bien, l'objectif du festival, c'est de permettre aux personnes handicapées de la région de pouvoir, dans le fond, trouver un autre moyen de se faire valoir, donc par le loisir culturel, parce que nous, à l'association, on touche toutes les formes de loisirs. Donc, on a décidé, dans le fond, il y a 2 ans, de donner la chance à des personnes handicapées de se faire valoir au niveau culturel. Et pourquoi avoir décidé d'être revenu après une pause d'1 an? Bien, on veut que le festival soit aux 2 ans pour nous permettre, nous aussi, de trouver de nouveaux talents. Et deuxièmement, de faire que les personnes handicapées puissent aussi peut-être se renouveler en tant qu'artistes.
Et à quoi peut-on s'attendre pour cette deuxième édition? Le festival a 3 volets. Donc, le premier volet est, dans le fond, une exposition permanente qui va avoir lieu du 1er avril au 29 avril à la Bibliothèque de Jonquière et à la Bibliothèque d'Alma. Donc, c'est des gens qui vont exposer leurs œuvres. Le deuxième volet, c'est une formule porte ouverte que les gens vont pouvoir aller dans les organismes pour voir aussi certains numéros, certaines expositions que les personnes handicapées font dans leur organisation et dans les écoles aussi. Et le troisième volet, c'est notre spectacle de fermeture qui va avoir lieu le mercredi 1er mai à la salle Pierrette-Godreau de Jonquière. Donc, c'est pas seulement des peintures, là. On y va vraiment dans toutes sortes d'art. Il y a toutes sortes d'art. Il y a du dessin, il y a de la photo, il y a aussi de la mosaïque, il y a toutes sortes de choses, des choses faites avec du matériel recyclé, nos fameuses pailles de plastique. On a un groupe qui travaille sur ça, sur une exposition. Et du côté spectacle, on a de la danse, on a du chant, on a des gens qui jouent de l'instrument de musique, du théâtre. On a, on pourrait dire, un humoriste aussi. Donc, c'est ça. Puis on a aussi quelques numéros qui vont être inclusifs. Donc, ça veut dire une personne handicapée avec une personne non handicapée. On a des écoles de danse aussi, comme le Prix culturel, qui sont avec nous cette année. On a certaines écoles aussi. Donc, on en est très fiers. Parce qu'au début de la première année, ce n'était uniquement que les organismes, nos organismes qui étaient membres de l'association. Donc là, on a créé une autre ouverture. OK. Puis, justement, en 2017, c'était Jannick Fournier qui était la marraine d'honneur du festival. Oui. Qui le sera en 2019? Elle nous fait l'honneur encore d'être présente avec nous. Donc, Jannick sera avec nous comme marraine d'honneur aussi pour cette deuxième édition-là. Donc, on en est très fiers. Et est-ce que c'est difficile, en fait, d'amener les gens à participer à votre événement? Non, c'est facile parce que, ben c'est facile, il faut s'entendre, mais là, les gens le savent. Les gens se sont pratiqués, les gens sont heureux de pouvoir y participer. Donc, nous, c'est pour ça, c'est un événement qui est quand même important. T'sais, on a aussi une personne handicapée qui demeure à Saint-Eugène d'Argenté, qui est une personne qui a une paralysie cérébrale et qui a écrit un livre sur sa vie. Donc, il va être aussi en exposition dans les 2 bibliothèques. Donc, c'est ça, il y a plein de choses, là. Puis, on ne se ferme pas la porte parce que ce n'est pas un concours, là. Dans le fond, les gens, ils participent volontairement et ils sont bien accompagnés là-dedans, mais il n'y a pas de prix à la fin, tout ça, parce que tout le monde est gagnant pour nous. Et est-ce que des participants de la première édition ont renouvelé leur candidature pour la deuxième Il y en a quelques-uns qui ont renouvelé, d'autres non, mais on essayait aussi de donner la chance parce qu'on a plusieurs numéros, là. Puis le spectacle de fermeture va être un spectacle d'environ au moins de 2 heures. Donc, on a du matériel. On a de beaux artistes. Et est-ce que vous attendez à avoir un fort taux de participation comparativement à 2017? Bien, on espère de remplir la salle Pierrette-Godreau. Ça serait une belle chose pour nous. Puis d'inviter aussi toute la population à aller voir les expositions aussi parce qu'il se fait de belles choses. On est très, très, très heureux là, de ça. Et lors de notre première édition aussi, on avait eu une personne autiste qui avait fait l'exposition de photos. Et cette année, elle fait aussi encore une exposition dans le cadre de notre festival, mais cette fois-ci un petit peu plus professionnelle, mais du côté du Centre national d'exposition. Donc, il va y avoir un vernissage qui va se faire là, pour elle aussi. Donc, on est très content de pouvoir lui donner cette chance-là aussi. Et pensez-vous que le festival Un talent pas si différent a contribué à changer la vision de certaines personnes face aux personnes handicapées? Je crois que oui, parce que les gens sont en mesure de voir que ces gens-là sont créatifs. Ils font de belles choses malgré leur handicap. Puis, c'est aussi de leur permettre, là, comme je disais, d'être sur une scène, tout ça. Puis, je pense que les gens là, sont en mesure de constater que oui, c'est ça, ils ont un grand potentiel que des fois, nous, on ignore. Mais moi, j'invite les gens à venir voir parce que les gens ont tout à gagner là, par rapport à ce beau festival-là. Et qu'est-ce qui a poussé votre association à créer cet événement-là? Bien, comme je vous disais, nous, on travaille différentes formes de loisirs. Donc, en étant, tu sais, des fois, le sport en général, le loisir en général aussi, des fois, n'est pas toujours facile pour tout le monde. Donc, on se disait, on le savait qu'il y avait des personnes qui faisaient, oui, de la danse, oui, de la peinture, tout ça. Donc, on voulait peut-être s'en aller vers ce festival-là, justement pour démontrer à la population que ces gens-là étaient capables aussi de faire quelque chose et leur donner aussi la place qui leur revienne aussi dans notre milieu. Mais
Merci beaucoup, Mme Blackburn. Ça me fait plaisir. Donc, on rappelle que du 1er avril au 1er mai, des expositions vont être présentées dans diverses salles de la région dans le contexte du festival culturel Un talent pas si différent. Le joueur de l'Avalanche du Colorado dans la Ligue nationale de hockey et originaire de Roberval, Samuel Girard, était au centre Mario Tremblay à Alma hier soir pour une séance de signature. Profitant de la semaine de congé en raison du match des Étoiles dans la Ligue nationale, il était important pour lui de revenir dans sa région afin de se ressourcer, revoir sa famille et ses amis. Ce passage dans la région lui permet de se reposer et d'enlever une bonne couche de pression de ses épaules. Mon collègue Jannick Aymon l'a rencontré. C'est une centaine de jeunes qui ont passé rencontrer Samuel Girard lundi soir au centre Mario Tremblay à Alma. Munis de bâtons, de chandails de hockey ou encore de tasses et de cartes de hockey fournies sur place, les petits pouvaient avoir l'autographe de leur idole régionale, en plus d'avoir la chance de prendre une photo souvenir avec lui. Pour Girard, redonner aux gens de la région est très important. Comme je dis, j'aime beaucoup ça redonner à ma communauté, à ma région. Je sais que ma région sera derrière moi à chaque match, pouvoir mettre le sourire en face des petits garçons comme ça me fait juste du bien. Puis c'est le fun de voir que les jeunes sont heureux. Là. Même au Colorado, où les sorties publiques sont contrôlées par l'équipe, Samuel Girard s'implique du mieux qu'il peut auprès de la communauté. C'est comme la semaine passée, juste avant de partir ici, j'avais une séance à la glace avec des petits joueurs. J'allais patiner avec eux, des petits jeunes qui savent pas patiner. J'allais avec eux sur la patinoire pour pouvoir en profiter avec eux. Le bain de foule d'hier était organisé par Duchesne Mégacentre d'Auto d'Alma, dont Samuel est l'ambassadeur. Sa présence était extrêmement appréciée par les organisateurs qui n'avaient que de bons mots pour le défenseur élite. Vraiment, c'est incroyable. Samuel, c'est quelqu'un, puis ça, c'est important de le préciser, qui a encore la tête là où ça a commencé. Il n'oublie pas d'où il est parti, puis c'est encore dans ses valeurs régulièrement. Même s'il est rendu dans la Ligue nationale, on se parle de façon très régulière, nous, personnellement, au moins 2, 3, 4 fois par semaine, puis il me demande encore des fois des conseils sur les petites choses, des affaires qui se passent. Samuel Girard sera de retour en action avec l'Avalanche du Colorado samedi prochain face aux Canucks de Vancouver. Jannick Aymon pour ATM Nouvelles à Alma. Les Saguenayens de Chicoutimi sont revenus victorieux de leur périple dans les Maritimes. La troupe de Yannick Jean est restée parfaite avec 3 gains en autant de soirs pour continuer leur séquence de 7 victoires consécutives. Malgré ces récents succès, les Bleus restent sur terre. Alors, Nicolas Jean, qu'est-ce qui explique les succès des Sags? Et qu'est-ce qui explique le succès des Sags? C'est le jeu d'ensemble. C'est vraiment les stratégies de Yannick Jean, l'entraîneur-chef des Sags, qui apporte des stratégies et des tactiques que les joueurs croient, et chacun a son propre rôle. Donc, et chacun fait à la perfection son rôle durant les parties. C'est pour cela qu'ils ont 7 victoires consécutives à leurs 7 derniers matchs principalement. Il y a aussi les 2 gardiens qui sont principalement en feu, surtout Alexis Schenck, le gardien numéro 1 de l'équipe, qui a 2 victoires la semaine dernière, nommé sur l'équipe d'étoiles de la LHJMQ, et son acolyte Daniel Moody, qui a affronté les Moussettes d'Halifax. On se souvient très bien, une équipe de haut classement qui accueille justement la Coupe Memorial cette année. Un joueur qui a très bien fait, 38 arrêts dans cette victoire de 2-1. Une victoire qui fait du bien à Moody et surtout à l'équipe des Sags qui continue leur séquence victorieuse de 7. Et aussi, le capitaine Zachary Laveigne est revenu aussi d'une blessure. Il a raté 6 semaines d'activité en raison d'une blessure à l'épaule. Le capitaine est de retour et ça fait du bien à l'équipe aussi. Et bon, quel est l'objectif pour Yannick Jean jusqu'à la fin de la saison? Et c'est de progresser en tant qu'équipe. On le sait, les Saguenayens de Chicoutimi ont une jeune formation, 3 joueurs de 16 ans qui vont être importants pour le futur. Les Saguenayens ont mise vraiment sur les prochaines années pour gagner les grands honneurs. Ce ne sont pas cette année, on ne vise pas les records et le championnat dès cette saison. C'est vraiment les prochaines années qui vont être très importantes pour le Saguenay et les Saguenayens. Donc, on peut l'écouter à ce sujet. Ce n'est pas une question de victoire et de défaite ou de série. La priorité, c'est que notre équipe progresse. Malgré les attentes que les Saguenayens avaient, les partisans étaient quand même très satisfaits des attentes jusqu'à présent. Et là, en ce moment, ils sont 8e au classement général avec 8 victoires à leurs 10 derniers matchs. Et Nicolas, qui sont leurs prochains adversaires? Ils affronteront la semaine prochaine, vendredi prochain, l'Océanique de Rimouski à Chicoutimi au centre Georges Vézina, et ils prendront la route le lendemain pour affronter leurs rivaux depuis toujours, les Dracors de Bécomo à Bécomo. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Le comédien Jean-Carl Boucher sera le porte-parole de la 16e édition du Festival Jonquiérois de l'âme à l'écran du 14 au 17 mars prochain. Celui qui a joué le rôle de Diego Molina dans Tactite et Crevette dans Un été sans point ni coup sûr est assez connu dans la population pour son rôle de Ricardo Trogi dans les films 1981, 1987 et 1991. D'autres invités devraient être dévoilés prochainement.
Ville-Saguenay a annoncé aujourd'hui la fermeture temporaire de l'accès aux 2 villages de pêche, la Contact Nature de la baie. La décision a été prise en raison des conditions météo et de la visibilité réduite. Seuls les gens circulant à pied, en motoneige ou en VTT peuvent se rendre à leur cabane. Un avis sera émis dès que la situation sera revenue à la normale. Alors, justement, Marc-William, une autre tempête hivernale frappe le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, Marie-Lou, alors Environnement Canada a émis un avertissement de tempête hivernale pour aujourd'hui et demain pour la région. Alors ce soir et cette nuit, eh bien, c'est une accumulation de 5 à 10 cm de neige avec une température à la hausse pouvant atteindre moins 13. Et pour demain, eh bien, c'est encore de la neige intermittente avec une accumulation de 2 à 4 cm avec une alternance soleil-nuage par la suite pour un maximum de moins 11. Alors d'ici là, soyez prudents sur la route. C'était Marc-William Gagné pour ATM Nouvelles. Ceci conclut notre web journal du 29 janvier. Mesdames et messieurs, au revoir.